Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Amandine. Bonjour Perrine. Nous enregistrons cet épisode ensemble à l'occasion du Podcaston. Pendant 7 jours, du 25 au 31 mars 2023, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Très sensible à cette mobilisation altruiste, je suis vraiment très heureuse de contribuer avec le podcast Canary Call et toute sa communauté. Et on en reparlera en fin d'épisode. Et dans ce contexte, j'ai le plaisir de t'inviter, Amandine. Tu es directrice générale de Planète Urgence. Et cette association du groupe SOS offre plein de possibilités d'agir en tant qu'individu, en tant que collaborateur ou collaboratrice, ou même en tant qu'organisation. Toi, Amandine, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors moi j'adore la girafe. Ah. J'ai eu la chance d'en voir en vrai. Et j'adore cet animal qui a une capacité de prise de hauteur et en même temps qui sait aller boire tout en bas, qui se surveille les unes aux autres. Tu regardes quand t'as une girafe qui boit de l'eau, t'en as toujours autour qui regardent si tout va bien et qui sont là en alerte. Donc une coopération et puis un animal résilient, très résilient. Excellent. Et quand tu parles de la girafe, ça me fait penser à Thomas Dansembourg, qui était aussi un invité du podcast, et la communication non violente. Non violente, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est sûrement connecté. Oui, ça me faisait penser forcément tout de suite au chacal. Ouais. Exactement. Et peut-être que c'est ça que j'aime, c'est la capacité derrière l'animal à se dire que l'humain peut prendre des leçons du monde animal et puis et agir différemment dans les collectifs et pouvoir agir au service du collectif. J'aime bien cette image-là, ouais. Comment est-ce que tu expliques ton métier à tes enfants ? Alors je dis que maman, elle protège les forêts et elle aide les endroits où il y a le plus besoin à créer des petits oasis de vie. Je leur dis ça. Et toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petite ? Alors, j'ai eu plein de rêves. J'ai réfléchi à être danseuse professionnelle de contemporain. Mais ma prof de danse s'est cassé le genou et donc du coup c'était fini. Et là, je me suis dit bon, c'est un métier dangereux. Et donc, du coup, tu vas à l'autre bout du monde mener des missions humanitaires, c'est beaucoup moins dangereux, c'est ça ? Et je danse encore, mais sans en faire mon métier. J'ai voulu être businesswoman et faire passer du temps dans les avions et ça, c'était un peu la vision de la réussite sociale. Mmh. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me convenait, mais c'était plutôt un carcan que la société elle mettait en termes de vision de réussite. Et puis après, j'ai voulu sauver le monde, donc j'ai travaillé dans des associations pour le Mali, j'ai travaillé sur des banques alimentaires et de la collecte. Quand il y a eu la guerre au Kosovo, j'ai fait des petits colis avec la Croix-Rouge. Et là, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et puis, en discutant beaucoup avec plein de gens qui m'entouraient, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers qui avait besoin de changer, c'était celui de l'entreprise. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de comprendre l'entreprise, de l'intégrer, et puis de voir comment est-ce qu'on peut la transformer. Ça, c'était la première partie de ma vie professionnelle. Mmh. C'était ça. Et donc, il y a 2 jours, c'était le 8 mars, tu as reçu 2 prix. Tu es finaliste des trophées de l'ESS
Et tu fais partie du top 100 Women in Social Enterprise, qui est un prix européen. Félicitations. Bah merci, c'est gentil qu'ils aient fait ces prix-là pour les femmes. Je pense que c'est des prix qui sont importants en tant que porteurs d'images de femmes qui ont des impacts, qui ont des vies, qui ont des postures de dirigeantes. Et je trouve que c'est chouette qu'il y en ait qui pensent à valoriser ces modèles de femmes-là pour que ça diffuse en fait plus largement. Bah oui, félicitations. Merci de tous tes engagements et puis aussi du modèle que tu apportes. Qu'est-ce qui te rend fière, toi, dans ces 2 prix que tu as reçus? Alors honnêtement, j'ai pas vraiment de fierté. C'est peut-être un mal féminin. Et il y avait Marlène Schiappa qui disait mais arrêtez de dire, là j'ai dit le mot gentil par exemple. Je pense qu'il faut pas dire le mot gentil. Arrêtez de dire petit, gentil. En fait, soyez fiers, revendiquez-le, etc. Et donc là, sur la fierté, moi, j'ai pas forcément de fierté. Je pense que je devrais, potentiellement. Mais je suis très contente que ça permette de mettre en valeur l'association parce que ça fait parler de l'association, ça fait parler de ce qu'on fait, des combats. Et c'est des sujets qu'on n'a pas suffisamment l'occasion d'aborder. Donc, je vois ça plutôt comme une chance que comme une fierté. Oui, c'est une vraie chance pour mettre en valeur le collectif. Après, moi, c'est sûr, avec ma casquette de recruteuse, de coach, je sais à quel point c'est l'humain aussi qui est au cœur de l'organisation. Et je trouve ça vraiment intéressant finalement de mettre en valeur des femmes qui réussissent à avoir un impact, à avoir une vraie ambition, à avoir une vie, à choisir en fait, à prendre en main leur destinée et en même temps à choisir d'avoir un impact sur le monde. Comment est-ce que t'as réussi comme ça à ne pas choisir et à tout faire entre avoir une vie de famille, avoir une vie professionnelle, avoir un impact à travers sa vie professionnelle? C'est quand même des nouveaux modèles en fait. Comment tu as cheminé là-dessus? Alors je pense pas que j'ai choisi d'un bloc. Je pense que la vie m'a amené progressivement à me dire c'est possible. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis née en France, dans un pays qui prend soin des humains, ce qui est pas parfait, mais qui prend soin des humains, qui nous donne un cadre d'apprentissage, d'éducation, un cadre d'amour avec ma famille. J'étais très très soutenue par ma famille. Beaucoup d'ouverture aussi. Je me souviens de mon papa qui m'emmenait le soir, la nuit, écouter la Chouette Hulotte. Ça, c'était magique. Donc j'ai eu ce cadre-là, les racines, et après le tronc, avec mon éducation, avec les gens que j'ai pu rencontrer, et qui m'a permis de faire des branches différentes, avec des fleurs, des feuilles, et d'aller sur des univers différents. Et ça, c'est une vraie chance qu'on a de pouvoir ne jamais se dire que les choses sont finies. En fait, tout peut évoluer comme la nature qui bouge d'une seconde à l'autre. Moi, c'est pareil. J'adore cette image de l'arbre, donc avec les racines, le tronc et puis toute la créativité de l'histoire que tu inventes maintenant. Et pourquoi les arbres? Comment c'est arrivé? Raconte-nous en fait ce que fait Planète Urgence et comment tu y es arrivé. Alors, j'ai démarré dans une grande entreprise en me disant il faut que je comprenne comment ça fonctionne, quelles sont ses contraintes, comment elle fait ses choix, et que j'essaye d'identifier là où j'ai une place pour pouvoir un petit peu changer les choses. Donc au début, c'était très à la marge. Je travaillais chez Danone, et donc c'était comment est-ce qu'on met des frigos qui ferment pour réduire l'impact sur l'énergie, comment est-ce qu'on motive les commerciaux autour d'incentives plus écologiques, etc. Donc tu as toujours eu en tout cas cet impact écologique en ligne de mire. J'ai toujours eu l'impact en ligne de mire. Quel qu'il soit au démarrage, tout était intéressant. Et puis j'ai rejoint le fonds Danone Écosystème, c'est un grand fonds de dotation sur lequel j'ai travaillé pendant un petit peu moins de 10 ans sur la transformation de la chaîne de valeur de l'entreprise.
Donc les petits producteurs de lait, les femmes qui vendent des produits dans les bidonvilles, les sages-femmes. Et donc on opérait sur 35 pays avec des co-créations entre les gouvernements, les associations locales, des entreprises, pour essayer de se dire comment est-ce que sur ces sujets de la chaîne de valeur d'entreprise, on peut améliorer l'emploi, la reconnaissance, la compétence, le revenu des personnes, tout en prenant soin des écosystèmes. Et donc ça, j'ai fait ça 10 ans et c'était passionnant. Mais j'ai beaucoup passé de temps dans des bidonvilles, que ce soit en Amérique latine, en Afrique du Sud, en Asie aussi, en Thaïlande. C'était très dur à chaque fois. J'ai vu des choses difficiles, des conditions difficiles, des gens extrêmement résilients. Et je voyais surtout cette masse de population qui continue à arriver dans les bidonvilles. Et je me suis rendu compte que je mettais des pansements. Que quand je créais une crèche au sein d'un bidonville pour que les mamans puissent aller travailler, que leurs enfants soient en sécurité, c'était super. Mais c'était un pansement. Parce que si des nouvelles mamans continuent à arriver, et notamment à cause du changement climatique, ça ferait que s'empirer et qu'il faudrait recréer encore beaucoup plus de crèches et que c'était pas ça la solution. Donc j'ai vraiment eu envie d'aller à la racine du problème et c'est l'environnement. Pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le lien entre l'environnement et les arrivées massives en bidonville ? Ouais. Avec le changement climatique, le GIEC estime que tu as entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vont être impactées dans leur zone de vie. C'est juste la moitié de l'humanité. Un détail. C'est ça. Et donc du coup, si on n'est pas... C'est important de partager les chiffres en fait. Ouais. Et donc si on n'est pas capable de travailler sur le changement climatique, les bidonvilles ne vont faire qu'augmenter. On aura des migrations qu'on ne saura pas gérer probablement, malheureusement. Et au-delà du changement climatique, il y a aussi la destruction de la biodiversité, son extinction. Si on n'a plus de capacité alimentaire, puisqu'on n'a plus de pollinisateurs et qu'on n'a plus de sols qui sont suffisamment nourris, c'est pareil. On va avoir des mouvements très très importants, une paupérisation partout. Aujourd'hui, on est sur une extinction massive. On est en train de vivre une extinction massive. Il faut absolument qu'on réagisse. C'est ça que j'ai eu envie de faire. Réagir à mon échelle, c'est probablement pas ça qui va changer le monde, mais réagir. Et donc à votre échelle, chez Planète Urgence, quels sont les leviers d'action ? Alors quels sont les projets que vous menez ? Alors chez Planète Urgence, on a fait un choix par rapport à tous les enjeux du monde. On s'est dit notre métier à nous, là où on est bon et on va faire le mieux possible, c'est de préserver les forêts et la biodiversité, là où elle est le plus en danger. Donc en fait, on va regarder sur les territoires 3 critères: le niveau de déforestation ou le risque de déforestation, la biodiversité, là où elle est exceptionnelle, où il faut vraiment qu'elle soit protégée, et puis les vulnérabilités humaines. Là, on a des difficultés économiques très très fortes, ou alors des enjeux de vulnérabilité au changement climatique. Et donc, on travaille sur les 3 grands bassins, l'Amazonie, le Congo et puis l'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie. C'est là où tu as le plus de biodiversité. Enfin, c'est extraordinaire quand tu te balades dans ces espaces forestiers. Tu réalises la richesse du monde. Mais c'est là aussi où tu as le plus de tensions avec des coupes liées à un besoin de se nourrir, de cuire son alimentation. C'est là où tu as des richesses naturelles qui sont extraites de façon considérable. Donc c'est là où tu as le plus de tensions. Et donc on s'est dit, notre métier chez Planète Urgence, c'est travailler ici et à chaque fois de créer, de recréer, redynamiser ces écosystèmes de vie entre l'humain et la forêt. Et donc, ça veut dire sur un territoire, par exemple à Madagascar. Si je vous emmène à Madagascar, je sais pas si allez, c'est parti, on y va. En plus, c'est vrai que la tendance n'étant pas à prendre l'avion, je suis pas sûre d'y aller demain matin, à moins d'avoir une bonne raison. Donc, raconte-nous, emmène-nous à Madagascar. Donc, on va à Madagascar. Madagascar, c'est une île. Donc, comme beaucoup d'îles, il y a beaucoup d'espèces qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne vivent que sur cette île. Et ces espèces endémiques, elles sont pour beaucoup en voie d'extinction. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit les habitats, et notamment les habitats de forêt. On a coupé du bois de façon très très massive depuis des décennies pour pouvoir cuire le riz le midi.
pour pouvoir alimenter la famille. Donc c'est une bonne raison en soi. Sauf que ces habitats-là, ils se détruisent et donc ils perdent cette richesse. Et on travaille notamment sur la forêt de tapis, qui est dans le centre de Madagascar, donc pas très loin de la capitale. Alors tu as une pression très 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 forte parce que tu as beaucoup d'humains qui ont besoin de ce bois. Pas très loin de la capitale, ils ont quasiment tout détruit de cette forêt de tapis. Il reste juste des petits patchs. Et ces patchs-là, il faut absolument qu'on les conserve. Parce que la forêt, elle existe nulle part ailleurs, qu'elle va héberger un petit ver à soie qui s'appelle le landibé, que tu ne trouves que dans cette forêt-là. Et donc, comment on fait? On va déjà travailler avec les communautés pour des gouvernances, pour faire des aires communautaires protégées, et qui soient, eux, les gardiens des forêts. Et puis, en parallèle, qu'ils aient des moyens de continuer à vivre dignement ensemble. Donc, on va travailler sur du bois énergie, on va faire pousser des arbres qui sont à vocation de coupe pour être utilisés en bois énergie. On va travailler sur des foyers qui sont plus améliorés, où tu as besoin de moins de bois. On va travailler sur des activités économiques génératrices de revenus, mais en même temps qui vont protéger la forêt, l'apiculture. On aimerait bien aller sur de la soie sauvage. Voilà. On fait ce lien entre l'humain et la forêt. Et alors, moi, demain, si j'ai envie de contribuer, d'aider vos projets à Madagascar, comment je m'y prends ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, on croit beaucoup dans l'engagement individuel, l'engagement des entreprises, du collectif, et le fait qu'on doit tous avoir un rôle à jouer. La première façon, c'est qu'on a chacun des compétences, des savoir-faire, des énergies, etc. Et que ça, on peut les mettre à profit du projet de l'association. Donc, vous pouvez partir en mission solidaire ou en congé solidaire avec l'association et votre entreprise qui vous soutient. Donc, c'est des missions de 2 semaines qui sont extrêmement bien calibrées pour être un peu des missions de consultance et apporter une compétence en comptabilité, en marketing, en communication, en RH, en business plan, etc. Ou en biodiversité, et pouvoir apporter ça à une ONG qui est sur place et qui a identifié des besoins de se renforcer et qui a envie de progresser pour avoir plus d'impact. Donc c'est des missions de consulting. Je pars 2 semaines aider une de vos organisations. Vous êtes combien d'ailleurs ? On est 80 Wow. au total sur 7 pays. Impressionnant. Comment ça se passe concrètement la demande de congé solidaire auprès d'une entreprise pour un individu ? Qu'est-ce qu'il doit faire et comment ça se passe ? Alors, si l'entreprise est partenaire, et vous pouvez demander à votre entreprise d'être partenaire de Planète Urgence, elle vous offre la possibilité de partir sur une mission de 2 semaines. Vous allez sélectionner votre mission sur notre site internet, une mission qui vous correspond, vous avez vraiment quelque chose à ajouter en valeur. Vous allez envoyer un CV, une lettre de motivation à l'association, on va avoir un échange ensemble, et si vous êtes la bonne personne, on va vous former pendant 2 jours. Vous allez partir sur ces 2 semaines-là, vous allez être concentré complètement sur votre mission et votre impact. Nous, on s'occupe de toute la logistique, l'organisation de l'avant et de l'après, avec une sécurité 24 heures sur 24, on maîtrise bien le sujet. Et puis derrière, quand vous revenez de mission, nous, on suit l'impact avec le partenaire local et on s'assure qu'il intègre tout ce que vous avez apporté comme une mission de conseil classique. Ok. Donc ça, c'est si mon entreprise est partenaire. Et si mon entreprise n'est pas partenaire ? Alors là, vous pouvez partir en individuel. C'est le même format d'accompagnement, sauf que c'est vous qui financez votre mission. Vous pouvez faire des collectes auprès de vos amis, de vos familles si besoin. Ça coûte combien ? On a 1 850 € pour couvrir en fait une partie des frais, sachant qu'il y a une autre partie qui est soutenue par des subventions qu'on reçoit. Par des subventions ou des dons ? Ou des dons, tout à fait. Donc il y a 3 options. Soit je pars via mon entreprise qui est partenaire 2 semaines en mission. Soit je pars sur mes propres moyens. Donc je prends 2 semaines de vacances et je collecte ou j'autofinance 1 800 € ma mission. La 3e façon d'agir, c'est de faire un don. Tout à fait. Et comme on est dans le cadre du podcaston, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait un don ? Alors, ce sera possible là sur le site du podcaston. C'est possible aussi sur le site directement de Planète Urgence. Mais comment sont utilisés les dons ? Qui peut faire un don ? C'est combien un don ? Qu'est-ce qui est possible là-dessus ? Alors, et déjà peut-être, quand on finance sa mission, c'est sous un format de don, donc c'est aussi défiscalisable à 60%. D'accord. Parce qu'on contribue à un projet associatif avec un impact, etc.
Et au-delà de mettre son énergie, effectivement, on peut aussi partager de l'argent, parce qu'on n'aurait pas forcément 2 semaines pour partir et pas forcément envie. Et du coup, on peut faire un don à l'association. Ça va de 1 euro à tout ce que vous voulez, à un leg. Ce qui est important, c'est que le don, il est utilisé pour la mission sociale de l'association, c'est-à-dire protéger les forêts. Donc, soit ça va être un don qu'on va faire au global, et nous on l'utilisera en fonction de là où on voit des priorités. Soit on a un format chez Planète Urgence qui s'appelle 1 euro égale un arbre. Donc en fait, chaque euro que vous allez donner, nous on s'engage à planter un arbre. Souvent c'est sur des projets qui sont complètement intégrés, où on a des cofinancements pour faire de la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, pour faire du développement économique dont on parlait tout à l'heure, et aussi planter des arbres. Et ces arbres, ça peut être de l'agroforesterie, ça peut être du bois énergie, ça peut être des mangroves. Donc c'est très très différent en fonction des zones d'intervention. Donc là, on a parlé de la manière dont les individus pouvaient contribuer au projet, donc avec ces 3 options-là. En tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, qu'est-ce que ça veut dire être partenaire ? Comment ça se passe ? Alors, Planète Urgence, historiquement, on a eu beaucoup de partenaires entreprises. On a à peu près 150 partenaires entreprises qui nous suivent tous les ans et beaucoup qui sont très fidèles. Vous existez depuis combien de temps ? 22 ans. Et toi, tu es là depuis 3 ans. Ouais, quasiment 4. On m'a dit il y a pas longtemps que le temps d'une année en association doit être multiplié par 4, un peu comme les chats. Je pense que c'est vrai. Ouais, tu vois la différence avec la vie en entreprise. Ouais. On y met une telle énergie, un tel cœur, et il y a tellement de choses à faire que ça passe vite et en même temps c'est intense. Donc tu as des entreprises qui sont fidèles depuis 22 ans. C'est ça ? C'est ça. Et donc, soit elles nous soutiennent sur le programme de congés solidaires pour aider les associations qui travaillent sur la forêt à être beaucoup plus fortes, beaucoup plus autonomes et avoir plus d'impact. Et donc, elles engagent leurs salariés. Donc, c'est souvent les DRH qui travaillent avec nous. Donc, les DRH font la promotion de cette option de congés solidaires et finance, j'imagine, les 1 800 € par personne. Ouais, exactement. Okay. Ça fait partie des plans d'engagement des salariés, des outils qui sont proposés aux salariés, qui reviennent avec des nouvelles compétences, qui savent mieux collaborer, qui sont plus adaptables, etc. Donc il y a un vrai intérêt pour les entreprises. Et d'ailleurs, on a sorti un livre blanc à ce sujet-là. On peut trouver où ? Sur le site internet de l'association. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je mettrai le lien en commentaire de l'épisode. Et après, la deuxième façon de s'engager, c'est plutôt sur des options de transformation, de stratégie, de RSE, où on va soutenir en dehors de sa chaîne de valeur des projets qui ont un impact. Ça peut être lié à un impact biodiversité, un impact sur l'humain, un impact sur le climat. Et on a de plus en plus d'entreprises qui nous soutiennent sur le mécénat climatique. C'est-à-dire ? Alors, on a beaucoup entendu parler de finances climatiques, où les entreprises vont soutenir des projets qui ont un impact sur le climat. Beaucoup, c'était sur de la compensation. Et donc là, on revient un peu en arrière en se disant, en fait, on peut pas compenser. On peut pas annihiler, ça n'existe pas, ce qu'on a réalisé en termes d'impact carbone. Impossible. Donc on peut réduire au maximum, et c'est la priorité, réduire nos émissions de carbone. Et après, on peut contribuer au maximum. Et donc la contribution, elle peut se faire avec une association comme Planète Urgence, où on va financer des projets qui ont un impact sur l'atténuation du changement climatique, donc planter des arbres, protéger des forêts, restaurer des écosystèmes complets. Et on peut aussi avoir un impact sur de l'adaptation au changement climatique, et donc accompagner les populations à vivre sur les territoires malgré ce changement climatique. Est-ce que tu aurais un exemple concret à nous partager d'un partenariat en mécénat climatique ? Il y a une entreprise qui s'appelle Davidson Consulting, qui a choisi de financer assez massivement Planète Urgence pour financer 2 projets. Le premier, c'est sur de la mangrove en Indonésie. Donc il y a un parc qui s'appelle Ujung Kulon, où il y a un rhinocéros qui habite encore. C'est le plus gros animal le plus en voie d'extinction au monde. Il reste à peu près 70 individus. Et cet animal, pour pouvoir survivre, il a besoin d'un habitat. Il a besoin de pouvoir se mouvoir dans un espace assez grand et un espace de mangrove. Et donc, on restaure l'habitat de la mangrove autour de ce parc pour cet animal. Avec un impact, la mangrove, ça séquestre 3 à 5 fois plus de carbone. Donc, un impact carbone qui est
qui est très concret. Et il finance aussi le projet Tapis dont je parlais tout à l'heure pour réduire la pression sur la forêt de tapis. Et ça fait partie de leur contribution climatique. Donc ils réduisent leur impact climatique d'un côté et à côté ils contribuent avec Planète Urgence en faisant des dons qui ont un impact pour le climat. De quoi vous avez besoin maintenant pour accélérer, pour aller plus loin sur vos projets et déployer votre impact ? On a besoin de plein de choses. On a besoin de chacun des auditeurs pour qu'ils puissent s'engager à nos côtés sur le sujet, parler du sujet des forêts, pas uniquement en France, mais aussi à l'international. On a besoin de collaboration avec d'autres acteurs qui font la même chose que nous, avec qui on peut partager nos pratiques, les améliorer, gagner en puissance de frappe collective. Et puis on a besoin de financement. Pour aller plus loin, on a beaucoup de projets dans les tiroirs qu'on n'arrive pas à mettre en marche parce qu'on manque de financement. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, Planète Urgence a besoin de vous. Que vous soyez un individu, un collectif, une entreprise, vous pouvez contribuer chacun à votre échelle. Et ce que je trouve intéressant dans l'éventail des possibilités, c'est que il y a beaucoup d'échelles différentes en fait. C'est assez inclusif. C'est volontaire, c'est spontané, c'est... Non, c'est volontaire. On est une association de solutions avant tout. Le monde va mal, on va pas se le cacher. Il va probablement aller de plus en plus mal. Et c'est comme ça. Mais par contre, il y a des solutions pour qu'il aille un peu moins mal. Il y a des solutions pour qu'on arrive à faire ces oasis dont je parlais au démarrage. Et pour ça, il faut le faire en collaboration. Il faut le faire avec une énergie humaine qui est parfois formidable. Donc, c'est une vraie volonté de l'association. Comment est-ce que vous organisez pour vous préserver des dérives qu'on peut connaître dans le monde de l'humanitaire, des ONG, notamment sur le sujet de développer l'autonomie en fait des endroits où vous intervenez, pour aussi ne pas venir en concurrence aussi avec les écosystèmes locaux. Quels sont vos points de vigilance et comment vous vous organisez Alors ça c'est un super sujet à discussion, on pourrait y passer 1 heure, mais effectivement il y a une vraie transition qui est en cours sur le secteur de la solidarité, notamment internationale. On a fait des choses qui n'étaient pas forcément judicieuses collectivement dans le secteur il y a 20-30 ans, et on en revient beaucoup aujourd'hui où les modèles changent fondamentalement. Chez Planète Urgence, on a toujours soutenu des acteurs locaux. Donc quand on peut, on n'intervient pas directement, c'est pour ça qu'on n'est que 80. Mais finalement, quand tu regardes toutes les associations qu'on soutient, dont on finance les jobs dans un premier temps pour qu'ils puissent faire ces préservations d'écosystèmes, on serait beaucoup plus nombreux. Il faudrait que je fasse ce calcul, mais je pense qu'on serait au moins 5 fois plus nombreux. Oui, c'est vrai que j'ai pas réagi tout à l'heure, mais quand je regarde les projets que vous menez sur votre site internet, quand tu m'as dit 80, je m'attendais à ce que tu me dises plus que ça. Donc effectivement, du coup, quelle est la solution pour avoir un impact exponentiel C'est intéressant. En fait, on a une centaine de partenaires un peu partout dans le monde qui sont des petites organisations de la société civile très locales. Elles connaissent le chef du village, elles connaissent l'autorité religieuse, elles connaissent extrêmement bien l'écosystème, les tensions qu'il y a sur le milieu, les habitats, les espèces. Et notre objectif, c'est vraiment de les soutenir, ces organisations-là. C'est elles qui ont la solution, c'est elles qui vont pouvoir faire la pérennité. Donc, si elles sont là, notre métier principal, c'est le renforcement de capacité, en fait, le renforcement de compétences, d'où le volontariat, d'où des programmes d'accompagnement plus globaux. Et après, si elles ne sont pas là, c'est de nous agir sur place et d'aider à la structuration de ce milieu-là. Ah, j'adore le fait de dire on est là pour renforcer, on est là pour accélérer, un peu comme moi je viens aussi du monde de l'innovation, avec tous les programmes d'accélération, par exemple d'une start-up, il y a déjà une idée, il y a déjà une équipe, et comment est-ce qu'on fait pour accélérer le développement de ce qui existe déjà plutôt que d'aller calquer quelque chose de nouveau ou qui soit culturellement peut-être pas forcément adapté aussi au contexte. Et ça, c'est essentiel. Je pense qu'il y a urgence. On s'appelle Planète Urgence. Et pour aller plus vite,
pour aller plus fort, il faut que ça soit dans la collaboration, dans l'entraide, dans la multiplicité d'actions. Et donc, si juste Planète Urgence grossissait à vue d'œil, en fait, il y aurait beaucoup moins d'intérêt que 100 organisations dans le monde entier qui travaillent sur la forêt et qui grossissent leur impact à vue d'œil. Moi, je préférais qu'on n'existe pas et qu'il y ait 100 organisations qui soient 10 fois plus fortes qu'aujourd'hui. Ça serait le plus beau succès qu'on pourrait avoir. Donc cette posture finalement de rester agile, très relié au terrain et plutôt de travailler avec les écosystèmes que de remplacer les écosystèmes. Il y a un autre point qui me vient, qui est finalement on est beaucoup sur un triangle gagnant, individu, entreprise et association. Il y a vraiment ce triptyque. Et au milieu, il y a la forêt. Et au milieu, il y a la forêt. Ouais, au cœur de tout. Ouais, exactement. Il y a la cause. Il y a 80% de la biodiversité mondiale qui vit terrestre, qui vit dans les forêts. 80%, donc 8 animaux sur 10 vivent dans les forêts quand c'est sur les terres. Il y a 250 millions de personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté, qui vivent à proximité des forêts et qui en dépendent. Il y a le climat, deuxième puits de carbone mondial, c'est la forêt. Donc il y a effectivement plein d'acteurs, mais au centre, il y a la cause. Il y a pourquoi on agit, tu vois. Et c'est comment, parce que toi finalement au quotidien, tu vas sur ces lieux, tu vois la réalité, tu vois les horreurs et la beauté de la forêt partout dans le monde. Comment est-ce que tu fais pour sensibiliser, pour aussi réunir autour de cette cause et c'est vrai que c'est une question aussi d'émotion, d'humanité tout simplement, avec des organisations ou des gens qui sont pas en contact en fait, peut-être directement avec cette réalité. J'aime bien ta question parce que effectivement c'est un point qui est très difficile aujourd'hui. Nous on a la chance d'aller sur les terrains, on a des équipes régulièrement qui nous racontent et on voit l'urgence. Mais quand on est en France, on la voit pas. On l'imagine, mais elle nous touche pas. Alors que en fait, elle nous impacte très très radicalement cette forêt dans ces zones-là. Bah oui, on voit les réactions quand cet été il y a eu les incendies, les pics de chaleur. Les gens là ont été touchés. Ouais. Mais quand on est loin, donc je me dis tiens, ça c'est un vrai voilà, parce que c'est la cause, elle est au cœur de toute la synergie que vous réussissez à mettre en place entre entreprises, associations, individus. Voilà, comment faire toucher du doigt concrètement sur ce qui se passe, quoi. On essaye de raconter les histoires, on essaye d'expliquer ce qui se passe. On a aussi eu des très gros feux en Indonésie, on en a eu à Madagascar, on a des cyclones, donc ça, il faut qu'on puisse le savoir d'ici. Et puis surtout, on essaye de recréer ce lien vivant. On l'a perdu et je pense qu'on a l'impression d'une norme qui est très basse par rapport à la réalité du vivant. On a l'impression que la biodiversité, elle est riche quand on voit un oiseau dans notre jardin. Mais si on va dans une forêt en Amazonie ou dans le bassin du Congo, la biodiversité, elle est autrement riche. Et c'est ça le bon niveau de norme. Donc il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on recrée la richesse vivante dans l'esprit humain et qu'on recrée un lien au sensible. Et ça, je sais pas comment on va réussir à le faire. J'aimerais bien savoir, mais je sais pas encore. Ouais, j'imagine qu'il y a plein de solutions. Je pense aux artistes aussi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est là où moi je me pose la question quand même parfois du voyage aussi. Moi j'ai un fils, je me dis j'aimerais bien qu'il puisse voir le monde. Donc je me disais tiens, j'avais envie de te dire, mais est-ce que ça existe de faire ces voyages, ces missions? Alors c'est peut-être pas avec Planète Urgence, mais ça de pouvoir voyager et de voir ça tout en étant utile. C'est possible. Voilà. Moi je l'ai fait avec mes enfants. Ils ont 5 et 8 ans et on est partis en sac à dos. Et on a fait du volontariat et on a rencontré des associations et on a pris le temps. C'était un temps long et ouais, c'est possible.
Voilà, je pense à ça, je pense à l'art aussi. Je pense que les artistes commencent aussi à se mobiliser, qu'il y a pas mal de choses à faire passer. Et puis il y a l'immersion. Il y a l'immersion, il y a l'éducation. L'immersion, c'est nos bains de forêt quand on peut, c'est les bains de nature, c'est sur notre balcon, c'est mettre les mains dans la terre, c'est regarder les nuages, les étoiles la nuit, et se rendre compte qu'on est tout petit par rapport au cosmos. Ça, c'est l'immersion. Puis la sensibilisation, je pense qu'elle est essentielle. On travaille beaucoup dans les écoles. On a des projets notamment au Bénin et à Madagascar. On va former les instituteurs sur c'est quoi l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, quels sont les dangers, la beauté de la biodiversité, etc. Et puis on va les mettre en action pour que les enfants aient accès à cette pédagogie et soient actifs avec des jardins maraîchers, avec des plantations. Et ça, c'est essentiel. On peut pas protéger si on connaît pas et si on n'aime pas. Donc ça, c'est essentiel. Ça démarre dès le petit âge. Et après, c'est la contemplation, l'émerveillement, ce que chacun fait dans son quotidien et arrive à glisser entre deux rendez-vous. Oui, c'est ça, hein, juste déjà dans son quotidien, ici et maintenant, dans le présent. Amandine, quel est ton canary call, le message que tu aurais envie de passer au plus grand nombre ? Réagissons dans notre quotidien on est 8 milliards. On est 8 milliards d'individus, on est chacun un dans 8 milliards. C'est pas grand-chose, mais si on réagit en action, en réaction passive aussi parfois, je pense qu'on peut changer. C'est quoi une réaction passive ? Une réaction passive, c'est quand tu regardes les étoiles. T'es en réaction par rapport à la société qui t'impose d'aller très vite. Mais juste tu t'arrêtes et tu regardes les étoiles. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de prendre position par rapport à ce monde et d'être en réaction passive ou active. J'adore ce terme, réaction passive, réaction active. Mais réaction passive, oui, ça lève presque un paradoxe. C'est inspirant pour nous au quotidien. Réaction passive. On nous demande tellement d'être actifs dans nos vies. On a une vision de la réussite encore qui est très très ancrée. Donc il faut changer cette vision qu'on a de la réussite. Faut changer les récits. On parle beaucoup des nouveaux récits, c'est ça. C'est se dire la société contemporaine a imposé un rythme, une vision du bonheur. Et en fait, on peut réagir à ça. On n'est pas obligé de tout prendre. On peut réagir. Oui, puis une réaction passive, ça rime avec pacifique. Je trouve que en ce moment, c'est bienvenu. Et puis, la question des nouveaux récits, merci en tout cas d'y contribuer aujourd'hui avec ce podcast, que je pense que voilà... Il y a plein de podcasts qui sont dans cette démarche de réaction aussi, de proposer des nouveaux récits. Et donc, je suis ravie que tes propos, ton expérience, ta vision des choses puissent être partagées ici. Merci à toi. Et donc, là, l'épisode dédié à Planète Urgence touche à sa fin. Et j'espère qu'il va vous donner à chacune envie de contribuer aux actions de l'association ou même de faire un don. Donc n'hésitez pas à visiter le site podcaston.org pour découvrir plein d'autres initiatives altruistes d'autres associations ou d'autres podcasts. Via le site aussi Podcaston, vous pouvez faire une promesse de don pour l'association Planète Urgence. Et moi, je tiens également à remercier la communauté des invités du podcast et tous les étudiants du Hackathon for a New Business Soul 2023 qui se mobilisent pour que cet épisode dédié à Planète Urgence ait le plus d'impact possible. Pour finir, Amandine, sur quelle musique est-ce qu'on se quitte ? La musique de la vie. J'adore Sofiane Pamart. Sofiane Pamart. Ouais, la musique de la vie, pour moi, c'est ça. Eh bien, c'est parti. Trop bien. Merci Amandine. Au revoir.
Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.